Abel Elimbi Lobé, puisqu'il s'agit de lui, a souillé la mémoire d'un martyr réhabilité par un décret présidentiel de 1991. Pour ses propos tenus sur un plateau de télévision, les avocats militent pour une interpellation de cet homme politique pour outrage à un nationaliste qui a versé son sang pour la défense du Cameroun contre les forces d'occupation de notre pays. Josiane Gok, Achille Kamga. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Des propos d'une extrême gravité tenus par un homme politique sur un plateau de télévision. Les Camerounais tombent à la renverse et sont bouleversés par une telle réaction. C'est un dérapage et qu'il ferait mieux de présenter les excuses à la nation tout entière parce qu'il s'est attaqué là à l'un des symboles. Monsieur Elimbi Lobé, puisqu'il s'agit de lui, qui a eu l'outrecuidance de qualifier un héros national de tout le nom d'oiseau. Je voudrais lui dire qu'on ne refait pas l'histoire d'un pays comme si on réécrivait les pages d'un bouquin. De l'histoire, parlons-en. Ernest Ouandjé, homme politique, est une figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun au sein de l'Union des populations du Cameroun. Il laisse sa vie dans ce combat lorsqu'il est fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam, à l'ouest du pays. Le professeur Laurent Charles Boyomo Assala écrit qu'évoquer les actes de ce qui a été popularisé sous le prisme du maquis, sans rappeler les circonstances historiques sous lesquelles ils se sont inscrits, comme le fait aussi légèrement Elimbi Lobé, est à la fois politiquement injuste et socialement dangereux. Maître Achille Ledjo le dit sans embâche, l'auteur des propos doit être poursuivi. Il est question pour nous d'interpeller les responsables judiciaires du littoral, d'ouvrir une enquête contre le sieur Elimbi Lobé, qui pense que sur un plateau de télévision, il peut outrager la mémoire d'un patriote, d'un héros national. Un héros national à qui nous devons tout, c'est par ce titre que Samuel Eto'o rend hommage à Ernest Ouandjé et autres nationalistes qui ont été de tous les combats et de tous les instants pour la libération du Cameroun. Réparer, commémorer, transmettre aux plus jeunes le legs des héros dont le sacrifice nous permet d'être le Cameroun, d'être une nation, écrit la légende du football africain. Ainsi, bafouer leur mémoire relève d'un acte négationniste à rebours. Si nous pouvons nous exprimer librement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des illustres aînés qui ont contribué à mettre sur pied ce sentiment national que nous avons aujourd'hui. La loi du 16 décembre 1991 a réhabilité Ernest Ouandjé avait pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence aux concernés. Guerre d'indépendance du Cameroun, parlons du dernier héros de cette lutte anticoloniale qui fut assassiné le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Réhabilité par un texte de 1991, peu de Camerounais savent qui était le commandant de l'ALNK, entendez, Armée de Libération Nationale du Cameroun, le bras armé de l'Union des populations du Cameroun, parti historique fondé en 1948. Qui était Ernest Ouandjé, combattant de la guerre de libération contre les colons et le régime d'Amadou Ahidjo? Élément de réponse dans ce reportage que signe Carlos Minoué, Pierre Lavert du Rambon. Ernest Ouandjé demeure l'un des symboles les plus marquants de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté du Cameroun. Figure emblématique de l'Union des populations du Cameroun, UPC, il incarne le combat acharné contre le colonialisme français et les régimes post-coloniaux qu'il considérait comme inféodés aux anciennes puissances coloniales. Voyez-vous, les réformes d'après la Deuxième Guerre mondiale ont permis au peuple camerounais, comme à tous les peuples opprimés d'Afrique et d'Asie, de se donner un parti politique. Et ce parti au Cameroun s'appelait l'Union des populations du Cameroun, par abréviation UPC. Quelle est la tendance de l'UPC? L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Enseignant de profession, il abandonne rapidement l'éducation pour se consacrer à la cause nationaliste, devenant ainsi l'un des principaux cadres du parti, aux côtés de figures telles que Ruben Oumniobé et Félix Moumié. Après l'assassinat de Ruben Oumniobé en 1958 et Félix Moumié en 1960, Ernest Ouandjé prend la tête de la résistance armée contre le régime d'Amadou Ahidjo, soutenu par la France.
Le 2 octobre 1960 est arrivé à Genève Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, dans le but d'effectuer une mission politique pour notre parti. Il devait, à partir du 14 octobre, se plaindre de mots qui devaient se révéler à la suite comme les premières manifestations des symptômes de l'empoisonnement qui devait lui coûter la mort. Dans ce crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Contraint à l'exil pendant plusieurs années, il revient clandestinement au Cameroun en 1966 pour poursuivre la lutte. Mais traqué, il est capturé en 1970 en Banga et condamné à mort après un simulacre de procès. Le 15 janvier 1971, Ernest Ouandié est exécuté à Bafoussam, devenant un martyr de la cause indépendantiste. Son assassinat, voulu par le régime en place et ses alliés occidentaux, visait à éteindre définitivement l'idéal de l'UPC. Pourtant, son nom reste gravé dans l'histoire du Cameroun et au-delà comme celui d'un combattant inébranlable, prêt à sacrifier sa vie pour l'émancipation de son peuple. Est-ce que ce comportement peut entraîner des poursuites judiciaires? Il y a des gens qui nous regardent à la maison, ils veulent comprendre. La loi qui a été publiée par le président, il y a un texte, en 91, Ernest Ouandié fait partie des héros nationaux et qu'aujourd'hui, qu'un compatriote arrive à tenir de tels propos, quelle est la suite à donner judiciaire? Vous savez, Serge Alain, nous sommes le champ politique chez nous au Cameroun est devenu tel qu'aujourd'hui on ne sait plus qui est qui dit quoi. Chacun se lève parce qu'en réalité l'objectif visé même en insultant Ernest Ouandié, ce n'était pas Ouandié qu'il voulait insulter. En fait, à travers Ouandié, puisque j'ai suivi l'émission de bout en bout, c'est la communauté d'origine de Ouandié qu'il avait visée. Or, il a fait de ce genre d'attaque sa marque de fabrique. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je me suis juré que je ne m'assierai plus jamais sur un plateau de télévision avec des gens qui font de l'injure et des insultes. Je ne dis pas seulement l'auteur de la déclaration que je condamne avec la dernière énergie, mais de tous ceux qui se lancent dans la politique pour étaler leur bassesse. Avec votre permission, je vais mettre de côté la casquette d'avocat. Ernest Ouandié a été arrêté, jugé, condamné à mort et exécuté sous le règne du président Ahidjo. Mais qu'est-ce qu'Ahidjo lui-même disait de Ouandié quelques heures ou quelques jours avant sa mort? Nous avons lu les mémoires de l'un des meilleurs amis de Ahidjo, San Marco. San Marco qui était gouverneur colonial et qui a conservé de très bonnes relations avec Ahidjo. Lorsque des parlementaires français venaient demander la grâce de Ouandié, et à un moment Ahidjo était irrité, il dit mais qu'est-ce qu'ils disent nos électeurs? Ça c'est des parlementaires français qui le disaient. Il dit vraiment nos électeurs nous font la pression pour qu'on demande la grâce de Ouandié. Ahidjo leur a dit écoutez, Ouandié, je le respecte, il sera fusillé. Et Ahidjo a continué, il a dit j'ai trouvé en Ouandié un homme de conviction déterminé. Il dit il s'est battu pour la libération de notre pays, malheureusement avec des moyens et des méthodes qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes. Et pour ceux qui aiment souvent mettre en opposition Ahidjo et l'UPC, il faut qu'ils sachent que c'était des adversaires à mort, mais c'était des gens qui se respectaient. Je vous assure que ces déclarations-là, s'ils les avaient faites aujourd'hui et que c'est Ahidjo qui était au pouvoir, on n'aurait pas eu besoin de condamner. Il aurait reçu ce châtiment, le châtiment qu'il mérite.
un emprisonnement, puisqu'il a dit quoi? Wandie est un bandit. Un bandit. Nous connaissons la définition d'un bandit. Tout à l'heure, j'ai entendu votre collègue, la présentatrice du journal, qui a dit qui a été déclaré héros national par le président de la République. C'est un lapsus. Ce n'est pas le président Biya qui a décidé de réhabiliter Wandie. Non. C'est le Parlement camerounais. C'est une décision du Parlement camerounais qui a décidé, qui a dit qu'il est temps que les Camerounais dépassent ces clivages. Parce que la loi que vous citez, 91. La loi de 91, je crois, avril 1991, vous regardez l'alinéa deuxième, on dit, sont réhabilités Amadou Aïdjo, Mounié, Wandie, je crois, il y a une quatrième personne, il dit, pour les services rendus à la nation. Il dit, tout préjugé, toute connotation négative attachée à leur nom disparaissent. Hein? Voilà quelqu'un donc qui décide qu'il connaît l'histoire mieux que les 180 parlementaires camerounais. Quelqu'un qui n'a pas compris, pour que le président Biya appose sa plume sur ce document, appose sa griffe sur ce document, il a fallu que des gens meurent. Parce que cette loi de 91 que chacun de nous a... Vous avez dit que l'alinéa? L'alinéa 2 de cette loi. Voilà. On va lire, hein. Loi numéro 91/022 du 16 décembre 91 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Oui. Article 1er, alinéa 1. La présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun, aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. 2. En application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessous, sont réhabilités Messieurs Amadou Aïdjo, Oumniobe Ruben, Moumié Félix, Wandie Ernest. Voilà. Nous sommes donc d'accord. Voilà. Fait à Yaoundé, le 16 décembre 1991, le président de la République, Paul Biya, signé Paul Biya. Vous voyez, Serge Alain, en 1991, le pays était quasiment au bord de l'implosion. Avec la chute du mur de Berlin, les vents d'Est, les revendications estudiantines, les chocs pétroliers. J'y arrive parce qu'avant qu'on arrive aux villes mortes, il faut savoir qu'il y avait le traumatisme de 1984, avec la tentative de coup d'État. Il y a donc eu la crise économique qui est arrivée. Il y a donc la chute du mur de Berlin. 89. Il y a le vent d'Est. Le pays était en passe de se disloquer. Et il y a le discours de la Bolle en juin 90. Voilà. Tous ces facteurs. Alors, et nous étions quasiment au bord du précipice. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de faire appel à ce qui nous unit. Une façon de dire que ce qui nous divise est moins important que ce qui nous unit. Toutes les personnes que vous avez citées, ce sont des personnes, les 4 personnes, en réalité sont des ennemis et des adversaires de M. Biya. Les UPCistes sont les adversaires naturels de Biya. Parce que M. Biya est l'héritier du régime de Aïdjo. Vous comprenez qu'entre M. Biya et l'UPC, le courant ne pouvait pas passer. Aïdjo de son côté a été accusé d'avoir voulu attenter à la vie de M. Biya. Il a été condamné à mort. Et il était mort en exil. Par contumace. Il est mort en exil. Alors, de tous les coins du pays, les gens se sont assis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait pour que cette nation, pour que notre jeune nation, parce que de 60 à 90, ça veut dire que le Cameroun n'avait que 30 ans depuis l'indépendance, et un État relativement jeune. Qu'est-ce qu'on fait pour réunir les fils de ce pays? On a choisi donc les figures les plus marquantes, ceux qui, malgré leurs erreurs ou malgré leurs errements, avaient un fort sentiment nationaliste. Parce qu'on ne s'y trompe pas. Tous ces 4 personnes aimaient le pays à leur façon.
Et on a donc, après d'âpres débats à l'Assemblée nationale, on a pratiquement forcé la main au président Biya. Il a signé le décret de promulgation. Parce que ce n'est pas... Il faut rappeler qu'à l'époque, le Parlement est monocolore. Hein. Nous sommes en 91. Oui. Il n'y a pas encore eu élection législative. Oui, Parce que les premières, c'est en mars 92. Oui, le Parlement était monocolore. Le Parlement était à 100% du RDPC. Mais le vent d'Est qui était en train de souffler était en train aussi d'amener les graines de dissension. Puisque si vous regardez les 180 députés qui composaient l'Assemblée en 91, combien ont démissionné avant les prochaines élections? Les défections aussi venaient d'un peu partout. La parole se libérait. Donc pour vous dire qu'il était nécessaire de rappeler à l'attention de celui qui a traité Ernest Ouandié de bandit, que Aïdjo lui-même, qui en fin de compte a signé son ordre d'exécution, Aïdjo lui-même n'a pas eu honte de déclarer qu'il le respectait. Il a dit, il a continué, dans une interview, ou plutôt dans ses confidences à San Marco, il a dit, durant son interrogatoire, c'est-à-dire avant le procès, Ouandié a réitéré que si on le libérait, il allait reprendre la lutte avec beaucoup plus de détermination. Il a dit, et dans ces conditions, je ne pouvais pas les libérer. Okay. Je préfère faire de lui un martyr. Une dernière chose, pour comprendre ce genre de déclaration, rappelez-vous en politique une boutade. On dit, lorsqu'un géant tombe, les nains sautillent. Parce qu'ils ont l'espoir que le géant étant couché, avec leur nanisme, leur permettra en sautant comme ça d'être au-dessus du cadavre. Ça, en réalité, ça ne vaut même pas la peine de s'attarder sur. Il faut traiter ça avec mépris et avec condescendance. Lorsque les gens péquillent comme ça, vous balayez ça du revers de la main. Okay. Vous les médias, faites votre travail, continuez à éduquer la nation.